Bonjour tout le monde. Je vais me présenter rapidement. Peut-être qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas. Je suis Frédéric Latérade. J'ai une histoire intime avec ce lieu qui m'accompagne depuis que j'ai décidé de m'engager pleinement dans la création. Et je suis avec Charlotte, que par contre tout le monde doit connaître. Voilà. Comment dire, oui, je viens juste d'en parler rapidement, mais c'est vrai que pour moi, ce lieu est un compagnon de route qui a façonné d'une certaine manière. Et d'ailleurs, en écoutant ce que tu disais, Nicolas, c'est vrai que, de toute manière, moi, j'ai été dans une dynamique qui n'a jamais été très réflexive. J'ai été plutôt quelqu'un qui s'est engagé, un petit peu à l'aveuglette là-dedans. Mais c'est vrai que je suis quelque part, je suis l'héritier, et à la fois, j'ai été façonné par les expériences comme Trafic, le rapport que ce lieu entretient avec la création, avec l'art qui se fabrique, sa porosité aussi à cette ville, moi dans laquelle j'habite depuis quasiment 30 ans. Et c'est vrai que ça a été aussi un super partenaire à des moments importants de notre parcours. Alors Charlotte, évidemment, il y a eu une grande invitation que tu nous avais faite en 2010 et qui a été un moment hyper important dans notre... dans notre projet, parce que moi je dirige un projet qui est un projet hyper collectif, donc qui est un projet qui accueille des artistes et qui est quelque part l'incarnation d'expériences que j'ai pu vivre à l'époque quand j'étais étudiant, et des fameux binômes là dont tu as parlé, dont je faisais pas partie nécessairement, mais comme je frayais indéniablement à la fois dans la ville et puis en proximité avec le musée, d'une certaine manière, ça a façonné mon rapport à la création, à l'art. Et puis, ça m'a donné des points d'énergie là pour engager un projet qui a cheminé, et qui a cheminé toujours en relation avec cette institution. Et qui a été aussi une porte ouverte sur le monde, d'une certaine manière, à la fois une porte tout le temps ouverte sur la ville, et ça c'est hyper important, je pense, pour ce que c'est hyper important pour la création et pour tous les gens qui viennent créer sur notre territoire, ceux qui décident de s'y installer durablement pour faire de l'art. Peut-être qu'il y a aussi plein d'autres expériences qui ont été menées lors de ton passage éclairé au CAPC, et qui d'une certaine manière s'inscrivent aussi quelque part, et on continue à écrire l'histoire à la fois des grandes expos collectives, des grands gestes dans le lieu, et qui ont cultivé aussi ce rapport à la ville qui est hyper important. On parlait du partenariat avec l'école des Beaux-Arts. En fait, c'est aussi tout ce qui est capable d'emporter le CAPC dans sa dynamique de relation avec ce territoire, et le connecter à la création dans tout ce qu'elle a de plus universel. Son rapport au monde. Donc, qui m'a nourri énormément, qui continue à me nourrir. Donc c'est quoi la question? La question, je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais c'est vrai que, par exemple, tu pourrais évoquer à la fois des grands projets collectifs. Il y a eu Brian Wilson, il y a tout ce que tu as engagé avec l'École des Beaux-Arts, par exemple, à travers plein de projets.
stabilité à convoquer à la fois des projets, des coopérations avec des institutions internationales et en même temps à les conjuguer avec des propositions assez exigeantes d'artistes locaux. Je pense à Monokini, je pense à d'autres aussi. Ok. Voilà. J'y vais, j'essaye. Ouais. Ouais, alors, backward. Ouais, quand je suis arrivée au CAPC, il faut dire que, bon, alors, on a parlé beaucoup de drama queen ces derniers jours, mais là, on était en plein drama. La ville, les relations de la ville, en tout cas la perception de la ville de cette institution était au plus mal, et c'était très clair dans la manière dont elle soutenait l'institution, parce qu'il n'y avait vraiment plus d'argent. Donc Henri-Claude Cousseau et Maurice Fréchuré se sont battus comme des chiens, vraiment pour essayer de faire que cette institution reste à son ambition première, mais en réalité c'était impossible. Quand je suis arrivée, grosso modo, le CAPC c'était le musée qui avait le moins d'argent. Il y avait juste un seul musée qui avait moins d'argent que le CAPC, un musée d'art contemporain, je précise, c'était Marseille. Mais bon, on n'a pas très envie Enfin, je vois pas trop comment l'administration bordelaise pouvait avoir envie de se mesurer à l'administration marseillaise. Bref, donc pour moi, il y avait deux choses qui étaient très importantes. Il fallait faire le deuil de la grande institution qui voulait se mesurer au Guggenheim, enfin voilà, qui avait l'ambition et les moyens pour le faire à une époque. Hein. Et en même temps, il fallait continuer. C'était une institution qui avait une telle histoire qu'il fallait continuer à essayer de rayonner. Et pour moi aussi, il fallait complètement regarder l'écosystème local. Parce qu'une institution, elle ne fonctionne que vraiment pleinement en lien avec l'écosystème local. Donc, d'une part, je me suis dit, bon, voilà, il n'y a plus de thunes, vraiment. Donc, alors c'est vrai que je m'étais engagée, c'est pour ça qu'ils m'ont pris, hein, je pense vraiment, j'avais dit, oh, je vais faire du fundraising. Et j'ai réussi à faire du fundraising, c'était juste après la loi mécénat. Les entreprises étaient curieuses, donc j'ai réussi vraiment à faire ça. Maintenant, aujourd'hui, je trouve que c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Et du coup, je me suis dit, comment on fait ? Il faut quand même qu'on rayonne à l'étranger. Je me suis dit, bon, déjà, on va commencer à être un peu plus pragmatique. On va faire des projets avec des institutions qui sont un peu à la périphérie de l'Europe, comme nous. Parce que c'était quand même, tu vois, par rapport... Donc, du coup, effectivement, on a pas mal d'expositions qui étaient des expositions faites en partenariat. L'exposition Diego Perrone, par exemple, elle est partie à Bologne, à Mambo, après. Michel Majurus, on l'a fait avec le Kunstmuseum de Stuttgart. Brian Wilson, c'était avec la Tate Saint-Ives. Pourquoi des villes de périphérie aussi ? Parce que ça n'avait aucun sens de faire une exposition avec Paris ou Londres ou Berlin. Je veux dire, des expositions qu'en général, le monde de l'art avait déjà vues avant, quoi. Ouais. Donc, il y avait d'une part ça. Donc, il y avait cette volonté d'inscription sur un territoire européen qui permettait, en faisant des partenariats comme ça aussi, on se permet d'avoir de faire des choses plus grandes parce que justement on joint les forces. Et puis au niveau de l'écosystème bordelais, bon, il y avait déjà pour moi une volonté de revenir un peu sur l'histoire bordelaise et un peu ces mythes locaux. Ces mythes artistiques locaux qui étaient de toute nature. Hein, mais quand je pense à la rétrospective Présence Panchounette, voilà, c'est pour moi, Bordeaux, c'était Présence Panchounette. Mais sauf qu'au CAPC, c'était pas envisageable que ce soit Présence Panchounette pour l'histoire extrêmement tumultueuse que Présence Panchounette avait avec cette institution, où quand même cette institution recevait des lettres d'injures tous les... de manière très régulière du collectif. Mais donc... C'était intéressant d'ailleurs la manière dont ça a été réalisé, justement, où finalement il n'y avait pas d'œuvre à proprement dit de Présence Panchounette, mais plus justement une convocation de plein d'œuvres qui évoquent peut-être la posture, qui évoquait aussi une approche, une grande diversité de formats et d'éléments.
C'est assez intéressant justement par rapport aussi à ce que ça convoque du monde d'une certaine manière, avec l'absence de leur propre œuvre finalement de cette exposition, mais qui... Alors, il y avait une raison d'abord, ça très pratique, c'est que quand je les ai contactés, tout de suite le collectif m'a dit OK, on fait une exposition, mais on ne veut pas être au CAPC. Droit dans leurs bottes, je dois dire. Donc j'ai fait OK, comment je vais faire? Déjà que j'avais pas beaucoup d'argent, alors en plus ils venaient pas faire l'exposition au CAPC, donc on a fait une exposition de présence Panchounette, comme vous savez, dans 14 lieux de la ville. Donc on a vraiment eu du Panchounette partout dans la ville. Il y avait un nain de jardin dans les jardins de l'hôtel de ville, par exemple, un nain de jardin géant, juste en face du bureau du maire. Et au musée, on a fait une exposition qui était grosso modo sur ce que serait l'esprit chounette. Donc les Bordelais savent ce qu'est le chounette. En tout cas, je crois que ça s'utilise plus du tout maintenant, le chounette. Mais effectivement, c'est le sexe de la femme à la base. Et puis c'est devenu, c'est mignon, mais c'est mignon, c'est mineur, c'est ringard, c'est kitsch, etc. Et tout. Et donc on a fait une exposition sur ce que serait l'esprit chounette dans une histoire de l'art des 40 dernières années, depuis les années, grosso modo, les années 50, 60. Et ça, peut-être, c'est dans les expositions qu'on a fait, c'est toujours été... Moi, j'ai toujours aimé les expositions de groupe où il y a une espèce d'imaginaire qui se déploie, ou un imaginaire qui est plutôt lié à des images mentales. Brian Wilson, c'est ça, par exemple. Brian Wilson, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on n'allait pas faire une exposition sur Brian Wilson. Bon, il y avait eu un précédent, il y a eu Johnny Hallyday en 79, mais ça n'avait aucun sens. Mais par contre, ce qui était intéressant, quand j'en avais parlé avec Alex Farquharson, quand je lui ai proposé de faire l'exposition aussi à Bordeaux, c'est que ça convoquait Brian Wilson, la musique de Brian Wilson, ça convoque un imaginaire. Tout de suite, on a les images de surfeurs, de vagues, le coucher de soleil, plein ouest, sur le Pacifique. Et c'est aussi une grande dérive de la création aussi, parce qu'il y a toute une partie de son histoire où justement il navigue à vue un peu, justement. Il y a à la fois ce que ça convoque de l'imaginaire du surf et tout ça, mais aussi un trip beaucoup plus psychédélique. Oui, mais ce qui était intéressant avec le point de vue d'Alex Farquharson, c'était de refaire une histoire, disons, de l'art minimal et conceptuel à partir de ce paradigme. Donc, quelque chose de vraiment très sensuel, finalement, alors qu'on avait une image plutôt, tu vois... qui était plutôt froide de ces formes-là, quoi. Donc du coup, c'était vraiment... Alors juste pour continuer sur l'écosystème bordelais, parce qu'on a fait une grande dérive du coup, justement. Mais oui, donc du coup, il y avait ça, il y avait faire des expositions sur l'histoire artistique de Bordeaux. By Self, la rétrospective By Self, il y avait ça. Et puis, il y avait aussi, évidemment, travailler vraiment main dans la main avec l'École des Beaux-Arts. Pour moi, les étudiants de l'École des Beaux-Arts étaient, pour moi, le premier public du musée. Donc, il fallait absolument faire des projets. On a fait quand même des projets mémorables. One Night Stand, on avait enfermé les étudiants pendant 48 heures dans le musée avec l'obligation de faire une exposition qui n'était qu'une exposition de gestes, puisqu'il n'y avait pas de matériaux pour faire une exposition. Et ça, c'était vraiment... il y a quelques traces qui ne sont pas trop présentables, parce que et les gestes étaient vraiment d'une radicalité et vraiment très, très intéressant. On a fait aussi la revue Rosabé. La revue... moi, je voulais produire de la recherche, parce que je pense qu'un musée doit produire de la recherche. Sinon, il ne doit pas juste conserver des œuvres, il doit produire de la recherche. Et on n'avait absolument pas d'argent pour ça, donc je m'étais appuyée sur les cerveaux qu'il y avait à l'école des Beaux-Arts, parce qu'il y avait quand même des gens vraiment très intéressants, Patricia Falguière, Thomas Boutou et plein d'autres. Et donc, on a fait, je vois Jeanne Keillard, mais elle a fait un numéro de Rosabé, effectivement. On a fait cette revue en ligne, parce que je voulais que ça soit en ligne. Donc, parce que moi aussi, il me semblait que maintenant, la recherche, la question de l'accessibilité, elle est quand même clé dans cette histoire, surtout quand tu es dans une ville de périphérie de l'Europe. Il faut quand même pouvoir... tu sais très bien que les gens ne vont pas venir jusqu'à Bordeaux juste pour tes beaux yeux, quoi, tu vois. Donc, il faut pouvoir, effectivement, donner accès.
il y avait donc... Il n'y avait pas que ça aussi. Alors pour moi, l'écosystème bordelais, c'était aussi... j'ai eu à cœur de retrouver aussi, disons, de renouer avec l'identité plus pluridisciplinaire de ce qu'avaient été les entrepôts Lenné, c'est-à-dire quand même, pour moi, Sigma avait aussi beaucoup marqué ces murs. Mais quand on regarde l'histoire du CAPC, il y a aussi beaucoup dans la programmation du CAPC, les événements culturels, il y avait de la mode, il y avait vraiment beaucoup de choses qui n'étaient pas tout à fait de l'art contemporain comme on l'entend. Et du coup, ça s'est traduit par... Alors là aussi, s'il fallait que je sois pragmatique, ça s'est traduit par l'envie de collaborer avec des institutions à Bordeaux qui étaient vraiment... disons, qui soutenaient des pratiques que je dirais indisciplinées, c'est-à-dire des pratiques qui sortent du champ de leur discipline, donc qui sont un peu orphelines. Donc c'est comme ça que, par exemple, on avait une programmation de musique électronique expérimentale avec les Audiorooms, de Eddie Ladoire avec Maasso. C'est comme ça que Monokini a fait toute une programmation de cinéma expérimental. Après, il y a eu des tentatives un peu plus expérimentales sur les formats, d'ailleurs, avec le festival IAO aussi, qui convoquait, voilà, dans un temps un peu allongé, que Nicolas a pu évoquer, donc sur un format un peu plus long, plein de formes, d'expressions, finalement. Oui, parce que IAO, c'était une exposition et c'était un festival. Et donc, bon, là aussi, j'inventais rien. Hein. Pour moi, la nef, elle avait eu cette dimension d'espace de rassemblement de la communauté. Donc, il me semblait intéressant de renouer avec ça. Et puis, avec cette exposition dont Yann a beaucoup parlé hier, mais ce qui était intéressant avec cette exposition, c'est que ces expériences psychédéliques en France, en fait, il n'y avait presque rien. Il n'y a pas d'archives pratiquement, parce que les gens étaient tellement... avaient pris tellement de trucs qu'ils avaient oublié de... Ils étaient entièrement dans l'expérience, on va dire. Et donc, du coup, il n'y avait pas beaucoup de traces. Donc, comment tu allais raconter cette histoire-là, qui est quand même, là aussi, qui a quand même beaucoup façonné des imaginaires, tu vois. Oui, tout à fait. Et ça proposait aussi des formes d'expérience un peu renouvelées avec le public aussi. Ça ouvrait les portes à un public. Et c'est vrai que petit à petit, c'est devenu aussi un espace hyper populaire ici voilà, j'en ai des souvenirs assez marquants, même s'ils sont un peu nébuleux, mais il y a eu des grands moments de communion avec un public qui s'est hyper rajeuni. Brian Wilson, ça, d'une certaine manière, moi aussi, ça me rappelait un petit peu City on the Move, où il y avait... tu vois, des relations à certaines œuvres qui étaient hyper engageantes pour le public, donc qui créaient de l'envie. Alors c'est clair que moi, moi j'étais d'une génération qui avait évidemment été très marquée par des projets comme Trafic ou Citizen on the Move, et qui avait vu comment cet entrepôt Lenné pouvait être aussi abordé autrement du point de vue du langage des expositions, ça c'était clair. Et donc, mais pour moi, ce qui était avant-hier, Sandra, elle disait exigeant et populaire. Et j'étais là, ah ouais, effectivement, c'est exactement ce que j'ai voulu faire. J'aurais jamais osé dire exigeant et populaire comme ça, mais il s'agissait de ça. C'est-à-dire, pour moi, mon obsession quand je suis arrivée au musée, c'était qu'est-ce qu'un musée ? Quelle est la mission de service public ? Parce que c'est une mission de service public, un musée, quoi, tu vois. Et qu'est-ce que ça veut dire de devoir s'adresser au plus grand nombre ? Et c'est quand même pas facile, cette question-là. Surtout quand on présente des pratiques qui quand même, de manière ontologique, échappent, disons, à des formes d'interaction basées sur le langage, quand même. Donc, comment tu crées du lien autour de ces formes-là ? Donc pour moi, ça a été vraiment comment je fais pour faire venir tout le monde et en même temps être exigeant, comme dit Sandra, c'est-à-dire ne lâcher rien sur, sur la rencontre avec les pièces. J'ai toujours été très, très, très suspicieuse des formes de médiation où on t'explique tout sur l'œuvre, mais en fait, tu ne regardes plus l'œuvre, tu vois. Donc, on a beaucoup posé la médiation sur la forme de la rencontre, où il fallait, grosso modo, où pour moi, il était important de garder ça, de faire comprendre aux gens que les œuvres, c'était
pas comme de la communication, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la première exposition de Rap Progrès que j'avais fait venir, parce que là, quand je suis arrivée, il y avait un trou dans la programmation et il fallait absolument faire feu. Ouais. Donc, Anthony Eberman et Paul Pfeiffer, vraiment, leur proposition, c'était des œuvres qui, de manière délibérée, échappent à l'entendement. Donc, ils développent des stratégies pour être déceptives, en fait. Et j'ai commencé avec cette exposition. Bon, c'était un peu c'était culotté, parce que je me suis dit, bon, on va voir si la mairie ils vont suivre, quoi, parce que tu vois, il n'y avait même pas de texte d'exposition. C'est un peu dur pour une entame. Il n'y avait même pas de texte explicatif, il n'y avait rien. Mais c'était vraiment très très intéressant. C'était cette première expérience et ça m'a beaucoup aidé pour la suite, parce qu'en fait, quand tu dis aux gens, en fait, vous allez rien comprendre, parce que les œuvres elles font exprès, bah, les gens ils sont vachement plus relax. Et du coup, l'expo a eu un certain succès parce que les gens ne se disaient pas « Ah, il faut que je comprenne ce que je vois Ouais. tu vois. Et voilà. Et puis, ouais, pour moi, cette ouverture au plus grand nombre, c'était... mon obsession, c'était de voir les adolescents. C'est quand même le public le plus revêche, hein. Et je dois dire qu'il y a eu certaines expositions, quand le mercredi après-midi, je me baladais en bas et que je voyais, ça ne s'est pas passé tout le temps, je vous le dis tout de suite, hein, mais pour certaines expositions, on voyait des teenagers arriver en groupe le mercredi après-midi, c'est-à-dire non cornaqués ni par leurs parents ni par leurs profs, mais juste parce qu'ils avaient envie de voir des expositions. Là, j'étais hyper fière, je dois dire. Oui, puis il y a c'était pour l'exposition sur Magérus, il y a eu aussi des... ouais, là, il y avait des... Ouais, il y avait gavé de qui, il y avait gavé d'ados, mais il n'empêche que c'est... Mais par exemple, Jim Show, par exemple, c'était, tu vois, Jim Show, c'était marrant parce que cette exposition, j'ai pas réussi à trouver un sou d'argent privé pour cette exposition. Pourtant, tu vois, les grandes bannières, c'était de la peinture. Pour Jim Show, tu vois, on se dit... grosso modo, les gens que j'allais voir me disaient ah non, les cauchemars de l'Amérique, ça va pas le faire pour l'image de notre boîte, quoi. Et puis Jim Show, en fait, le bouche à oreille a super bien marché. Je veux dire, et jusqu'à récemment, jusqu'à Barba Papa, c'était la meilleure audience de l'histoire du CAPC. Donc, et voilà, ça vient d'être battu par Barba Papa. Donc voilà, exigeant et populaire, on y est, tu vois. Ouais. Ouais, c'est un super relais voilà, qui a été pris par l'équipe actuelle, je pense, ouais, sur la dimension populaire, hyper poreuse. Voilà, c'est vrai qu'un musée, il doit vivre avec son public et tout ça. Et tu parlais des missions de service public et tout ça. Et une des missions, c'est justement de transmettre, de contribuer, voilà, peut-être à l'esprit citoyen dans son propre endroit, et de le connecter justement à des imaginaires. Voilà, après, justement, il y a eu cet aller-retour qui est finalement un peu voilà, un exercice aussi qui s'incarne dans l'histoire du musée, entre les grands projets d'exposition collective qui, pour le coup, ont peut-être pris... il y a eu une dimension assez... peut-être pas théâtrale, c'est peut-être pas l'adjectif assez juste, mais en tout cas, une attention hyper focalisée sur les questions de scénographie et tout ça, vraiment des expériences quasi immersives, voilà, que tu avais confié voilà, à Alexis à l'époque, et qui aussi ont peut-être, je pense, incarné une forme de, je sais pas, de nouveauté, quoi, Ouais, moi je suis aussi d'une génération qui a été très marquée par les expositions d'Éric Troncy, faut le dire, parce que ouais, c'est vrai. On cite pas assez son importance pour les expositions dans les années 90. Et cette capacité à faire image, en fait. Et donc, du coup, effectivement, j'ai proposé à Alexis Vaillant de venir. Bon, vous avez compris, l'histoire du CAPC, c'est jamais une personne, c'est en général un binôme. Parce qu'on parle de Jean-Louis Froment, mais en fait, il faut toujours penser à Michel Bourrel aussi derrière. Hein. Mais c'était l'homme de l'ombre, il n'avait pas beaucoup de place. Mais il a quand même fait tout le boulot, hein, beaucoup en tout cas.
Donc, Alexis, moi, c'est quand même un super curateur, quoi. Il n'y a rien à dire. Il fait des expositions, tu es happé par ce qu'il déploie. Et du coup, effectivement, il a encore bougé un peu plus les lignes ici, où tout d'un coup, bah, voilà, il mettait, quand il faisait une exposition, c'était pas juste des images mentales. Comme pour Dystopia, le scénario de l'exposition, c'était quand même un livre de science-fiction qui était écrit par Mark Van Schlegel. Donc ça nous a donné bien des sueurs froides parce qu'il n'arrivait pas à écrire son livre et puis il fallait qu'on fasse l'expo. Et puis l'exposition, bah voilà, tu avais la poussière d'Airbus d'un côté, tu avais des filtres aux fenêtres rouges qui donnaient une ambiance de fin du monde. Enfin, c'était vraiment très très beau. C'était des vraies expériences esthétiques avec ce côté très immersif et tout ça, mais aussi finalement ça a participé, je pense, ça a participé de manière assez concrète à faciliter, si tu veux, la démarche d'accès aux œuvres. Finalement, je trouve, moi, que ce type de projet, à l'époque où ils ont été réalisés, ils ont créé comme ça une sorte de Stargate vers l'accès des œuvres au plus grand nombre. En tout cas, ils créaient des contextes qui décomplexaient peut-être l'approche et la lecture des œuvres. Un petit peu de manière différente de Drapeau Gris, peut-être, mais Ouais. Bah, moi, j'ai toujours aimé. Enfin, j'ai toujours pensé que pour pouvoir faire rentrer les gens en dialogue avec les œuvres, il fallait peut-être favoriser des œuvres qui étaient très polysémiques, en fait. C'est-à-dire montrer des œuvres très polysémiques. C'est-à-dire polysémiques dans le sens... je veux dire, on en finissait un peu avec la version un peu tautologique de l'art qui avait été quand même développée les décennies précédentes. Là, toute cette nouvelle génération, tu vas quand même regarder des choses qui étaient complètement en dehors de l'art et s'en emparer pour réélaborer ça dans leur langage. Et donc, pour moi, c'était assez simple, en fait, de trouver des œuvres polysémiques, c'est-à-dire avec des référents, certains référents que les gens pouvaient choper. Mais l'idée, c'était de pouvoir rentrer par un référent. Je connais ce référent-là. Le reste, je ne connais pas. C'est-à-dire, j'ai en face de moi une œuvre qui ne déploie pas un espace de communication qui est basé sur le langage, mais en même temps, j'arrive quand même à rentrer par ce point-là. Et en faisant rentrer par ce point-là, j'avais toujours l'espoir que les personnes allaient ensuite être plus dans la curiosité par rapport à ce qu'elles voyaient. Oui. Peut-être, alors on l'avait évoqué rapidement au téléphone, mais c'est vrai que il y a eu... En fait, quand tu es arrivé ici, tu étais très jeune. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'était peut-être... Enfin, ça m'a semblé, moi, comme étant une... sorte de concours de circonstances, le moment où tu es arrivé, et justement, est-ce que tu vois, au moment où tu as pris la direction de ce musée, tu n'étais justement peut-être pas complètement dans les codes de ce que tu vois, de ce que peut être une direction, tu vois. Avec peut-être plus d'expérience et tout ça. Non. Alors, non, ça s'arrête parce qu'en fait, moi, je venais d'institutions, déjà d'institutions dirigées par des femmes. J'ai travaillé que dans des institutions dirigées par des femmes, et ça, c'est important aussi. Parce que et c'était des institutions internationales où voilà, ça se jouait à un autre niveau. Mais... je suis arrivée, bon, vous avez compris, il n'y avait plus de fric, donc grosso modo, il n'y avait presque pas beaucoup de candidats. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de candidats. Et puis tout le monde est arrivé avec la pince à linge sur le nez. Et puis moi, j'étais un peu la seule qui a dit non, mais je vais y arriver. Vous allez voir, je vais chercher de l'argent. Donc, je pense qu'il y a quand même de la part de la mairie, ils se sont dit bon, bah, on va prendre la petite là, mais ils ont flippé parce que j'ai quand même donc j'ai été choisie par le jury, mais ils m'ont fait venir 2 autres fois pour faire d'autres jurys après pour vérifier si ils n'allaient pas se planter, quoi. Mais bon, ça c'est pour la petite histoire.
Ouais. Non, mais c'est assez marrant. Enfin, moi, de mon point de vue, à l'époque où tu as été nommé, c'était une vraie surprise. Et quelque part, on s'est dit, c'est quand même une vraie chance aussi. Parce que justement, peut-être, tu vois, le rapport à la création et tout ça, enfin, ça a créé une sorte de dynamique de l'envie. Par rapport à tous ceux qui ici créaient. Il y avait comme ça, et ce qui était assez étonnant, assez étonnant par rapport à l'ambiance générale à l'époque, justement, et qui a pu faire moi que j'ai ressenti comme étant un vrai pari, tu vois, sur la réouverture de ce musée sur son territoire à une époque où il était vraiment dans le bad, comme tu as pu l'expliquer dans ton propos. C'est-à-dire que ce qui s'est passé là, c'est Maurice j'allais dire pauvre Maurice, mais je finis juste ma phrase. Mais effectivement, l'institution musée telle que Froment l'avait pensée, cette institution musée-là, pour moi, il fallait faire le deuil de cette institution-là. Donc, c'était pas juste de la fraîcheur, c'était aussi un programme. On disait, le musée, il est là, mais ça n'a jamais été un vrai musée, parce que c'est la réalité. Il n'y avait jamais eu de budget d'acquisition. Il fallait demander la permission à Juppé à chaque fois qu'on voulait acheter une œuvre. C'était très désagréable quand même, il faut le dire. Laborieux. Et donc, il n'y avait jamais eu un programme scientifique qui avait mené à l'élaboration de cette collection. C'était une collection qui était en écho avec sa programmation géniale. Et donc, du coup, effectivement, on avait des œuvres super dans cette collection, mais c'était qu'une collection qui reflétait, disons, une programmation d'une institution qui était pleinement en prise avec la contemporanéité. Et je m'arrête là.